Et donc on vous l'annonçait en début d'émission, on se retrouve avec Fred Cavaillé, c'est quelqu'un voilà, qu'on suit depuis quelques années. Moi je l'avais découvert avec Pour Elle, donc on en parlera avec lui tout à l'heure. Là il vient pour la sortie en DVD de Radin. Radin, voilà, presque 3 millions d'entrées, troisième film français au box-office de 2016. Vous êtes un homme heureux, Fred Cavaillé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, on le serait à moins. C'est vrai que Ouais. le film, comme vous l'avez dit, a fait presque 3 millions, c'est-à-dire 2 950 000, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est vrai que ces chiffres dépassent un peu l'entendement, c'est-à-dire 3 millions de personnes. C'est comme si, je sais pas, tous les Parisiens allaient voir le film 3 fois, C'est ça. ou toute la Bretagne. Enfin non, il y a plus de 3 millions de personnes en Bretagne, mais non, c'est formidable. On fait des films pour qu'ils soient vus, et donc quand ils sont vraiment vus beaucoup, on est en tant que réalisateur très très content. Ouais. Alors, on va raconter voilà, de quoi parle Radin pour les rares personnes qui seraient passées à côté. On est sur les aventures, on va dire, de François Gauthier, qui est un radin, qui compte absolument tout, mais qui est aussi un violoniste de génie, ou en tout cas un très bon violoniste. Et puis, voilà, il va y avoir évidemment deux femmes qui vont rentrer dans sa vie, une qui est qu'on va découvrir sans doute sa fille, et une autre, voilà, donc il va y avoir une histoire d'amour. Et petit à petit, est-ce qu'il va changer ou pas? C'est là tout le sel du film. Comment vous êtes arrivé sur ce projet, puisque jusqu'à maintenant c'était vous qui écriviez tous les films, et là vous êtes arrivé sur quelque chose qui était déjà en train d'être écrit? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que là, en même temps, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que le résumé est dans le titre. Hein. Exactement. Voilà, ça s'appelle Radin. Voilà, c'est ça qui en fait, je pense, une vraie promesse de rire, c'est que voilà, quand vous avez dit le titre, déjà vous savez de quoi ça parle. Et effectivement, le même jour, François Gauthier va se découvrir qu'il a une fille et est tombé amoureux. Et comme les enfants et l'amour, c'est cher, ça le met en panique. Et c'est un peu toute l'histoire du film, comme vous l'avez bien raconté. Après, pour répondre à votre question, effectivement, c'est le producteur de mon premier film qui s'appelle Pour Elle, avec Ouais. Vincent Lindon et Ken Kruger, qui un soir, lors d'un dîner, me dit qu'il a une idée et qu'il a fait écrire un scénario voilà, sur un radin. Et dès qu'il me dit ça, je sais que ça peut être pour moi et ça peut m'intéresser. Et je le sais avant lui d'ailleurs, parce que s'il m'en parle, jamais il se doute que moi je fais du thriller et Exactement. du film policier, qu'une comédie peut m'intéresser. Et voilà, et je lui demande donc l'autorisation et aussi l'autorisation des premiers scénaristes de retravailler le script pour en faire vraiment mon film, parce que vous l'avez dit, d'habitude j'écris moi-même, enfin avec Guillaume Lemant, Exactement. mon co-scénariste, les scénarios. Là, il fallait que je puisse réadapter le script pour en faire vraiment un film qui m'appartient, qui est ma couleur, les dialogues comme je l'imagine et tout ça. Et donc ils m'ont tous fait confiance, et là ça a été très très vite, c'est-à-dire j'ai fait l'adaptation, donc je l'ai fait chez moi en Bretagne, je suis rentré à Paris, je lui ai fait lire, on a envoyé à Dany dès le lendemain, et Dany m'a dit oui en 2 jours, en me disant voilà, j'ai pas le temps, mais si peut-être dans 2 mois, donc je peux le faire, mais si on tourne dans 8 semaines. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc forcément, vu que c'était le comédien idéal pour le rôle, je lui ai pas dit non, et 8 semaines après, on tournait. Oui, donc c'est vrai que donc là, ça veut dire que les équipes de production sont extrêmement performantes du coup. Tous les gens qui ont travaillé sur ce film sont vraiment performants, parce que c'est rare un si peu de temps de préparation, c'est-à-dire qu'il a fallu travailler 2 fois plus, bien sûr, vu on avait 2 fois moins de temps. Bien sûr. Après, comme on dit souvent qu'il faut faire les films pour les bonnes raisons, là on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, et c'est la meilleure des raisons du monde pour faire un film. C'est-à-dire que tout le monde avait très très envie, et voilà, il n'y a pas eu, malgré le manque de temps, il y a vraiment, enfin tout s'est passé idéalement, c'est-à-dire dans la bonne humeur. Moi j'ai découvert, voilà, c'est formidable de faire une comédie, parce que vous arrivez le matin au travail en cherchant tous les axes drôles de tout. Oui. Et après c'est dans la bonne humeur aussi que vous faites des thrillers, mais voilà, il y a des moments forcément plus tendus. Là, voilà, là c'était vraiment que du bonheur, et aussi j'avais la chance bien sûr d'être accompagné d'une équipe formidable et de comédiens formidables. Et voilà, ça a été souvent, hein, les metteurs en scène en interview disent que voilà, ça s'est bien passé, ça, mais là c'est vrai. Là, c'est vrai. Alors justement, voilà, vous parliez des comédiens. On va
en consacrer un petit peu de temps parce que, alors, on va parler évidemment des comédiennes, mais déjà, Danny Boone, ça veut dire que quand vous réécrivez, quand vous adaptez le scénario, vous savez déjà que vous écrivez pour Danny Boone ou à ce moment-là, vous êtes juste en train d'adapter un scénario? Non, j'adapte. Après, bien sûr, j'imagine qui pourrait interpréter le rôle. Après, c'est compliqué quand vous écrivez un film. Si vous ne pensez qu'à un comédien, s'il vous dit non, vous êtes embêté. Ouais. Donc, j'essaye tout le temps de penser d'abord au personnage et après imaginer qui pourrait incarner ce personnage. Après, le nom de Danny est venu très très vite parce que déjà, c'est quand même le comédien le plus populaire et le champion de la comédie quand même. Eh oui. Et comme le personnage a une dimension pas très sympathique, il me fallait quelqu'un qui, pour les spectateurs, comment dire, où on s'amuse de sa méchanceté. Vous voyez, comme l'était Louis de Funès, par exemple. Louis de Funès, il peut être très méchant, on sait que c'est pour rire. Bon, bah, Danny, il peut jouer un personnage, là, en l'occurrence, pas très sympathique, parce que, vu qu'il est radin, il est pas sympa, il est même prêt à voler le goûter d'un enfant, enfin, voilà, à faire plein de trucs un peu immondes. Et vu que la moitié de notre cerveau, on sait inconsciemment que, voilà, que c'est pour rire et que, voilà, et que c'est Danny Boone, ça aide vraiment au personnage et ça ne noircit pas le personnage. Tout ça reste dans de la, voilà, dans quelque chose de ludique et drôle. Mais en même temps, il a aussi, je dirais qu'il a ce côté Louis de Funès, bien sûr, Danny Boone, mais il a aussi le côté Bourvil. Vous voyez, le côté un peu pouvoir aller dans l'émotion. Et voilà, et il amène aussi cette facette-là. Et puis le personnage permettait ça, parce qu'un radin, effectivement, c'est pas sympathique et on peut s'en amuser, mais en même temps c'est quelqu'un, cette tare et cette névrose, parce que c'est une névrose, rend le personnage vraiment seul et donc un peu mélancolique et assez pathétique et Danny pouvait amener aussi cette couleur-là, donc ouais, c'était vraiment, je vois pas qui d'autre aurait pu incarner ce François Gauthier. Est-ce que justement pour un réalisateur, alors évidemment d'avoir Danny Boone, c'est aussi un gage presque d'entrée en salle, en tout cas là ça s'est aussi montré. Est-ce que voilà, vous étiez considéré effectivement comme un auteur de thriller, là d'un seul coup, en fait c'est un film de Danny Boone et finalement on entend moins parler d'un film de Fred Cavaillé. Est-ce que ça c'est un peu dur en tant que réalisateur? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que du coup Danny Boone prend beaucoup de place. Ouais, mais c'est pas, vous savez, le plus important, et c'est valable aussi pour mes films précédents, c'est voilà, c'est l'histoire que vous racontez. Ouais. C'est-à-dire, voilà, là effectivement, il y a une vraie promesse de rire parce que c'est radin avec Danny Boone. Exactement. Et voilà, et moi, si je n'étais pas réalisateur, mais spectateur, voilà, ça m'intéresse parce qu'il y a cette promesse-là. Après. Voilà, je dis pas ça en essayant de masquer de l'ego et tout ça. Non, j'y ai même pas pensé d'ailleurs à me dire voilà, effectivement, je vais être effacé. Non, c'est pas des choses auxquelles d'ailleurs faut penser. C'est-à-dire l'important c'est l'histoire que vous racontez et comment les gens vont la recevoir. Et là, en l'occurrence, est-ce que les gens vont rire ou est-ce que les gens vont être émus dans les moments plus touchants du film. Voilà, donc il n'y a pas du tout de frustration. Ouais, c'est radin avec Danny Boone. Après, vous savez, les metteurs en scène, c'est pas ce qu'on met en avant, et pour le spectateur, c'est pas le plus important, et c'est pas grave. C'est-à-dire l'important, c'est effectivement les comédiens, mais surtout l'histoire. C'est vrai que quand vous dites Danny est le comédien en France le plus populaire, c'est vrai, mais c'est pas non plus un gage d'entrée. C'est-à-dire que voilà, si l'histoire est pas bonne, même si c'est Danny Boone, je pense que les gens iront quand même parce qu'on lui fait confiance et on sait qu'il peut faire rire. Mais il y a beaucoup moins de personnes qui iront voir le film. Voilà, si l'histoire ne leur plaît pas. Donc voilà, je dirais que non, c'est un tout et j'ai pas eu du tout de problème d'ego par rapport à ça. D'accord, non, Danny Boone, est-ce qu'il a une part d'improvisation? Est-ce que vous lui laissez justement du champ pour que lui puisse improviser ou est-ce que ça s'improvise juste dans les répétitions et après on met en œuvre? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'est à la lettre de ce que vous avez écrit? Non, ça serait assez frustrant. Je pense aussi. Comment dire, moi me mettre une balle dans le pied que pas autoriser Danny avec le talent qu'il a d'inventivité, de talent de comédien, et même chose pour ses partenaires et puis les autres comédiens du film. Voilà, après, je dirais que c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que moi, je prévois des choses qui me semblent être les meilleures, et après, notre travail à tous les deux va
amener aussi de nouvelles idées. Et moi, je demande tout le temps, mais c'est valable aussi pour les trailers, hein, que les comédiens me proposent des choses. Après, ce qui est toujours intéressant dans les collaborations, c'est que il va me proposer une direction, moi j'avais une autre idée, et du fait de discuter et de confronter nos points de vue, on va trouver une autre direction qui va être la bonne, vous voyez. Et, et voilà, et là-dedans non plus, il n'y a pas d'égo. C'est-à-dire l'important, c'est trouver les meilleures, les meilleures situations drôles. Là, en l'occurrence pour Radin, voilà. Et puis, quand vous avez une Ferrari de l'humour comme Dany, ça serait dommage de rester en première. Faut le laisser, aller vite. Ça veut dire qu'il est légèrement intervenu sur le scénario ou pas du tout? Non, pas tellement sur le scénario. On en a parlé avant, bien sûr. Après, j'ai écouté ses remarques. J'ai réécrit une nouvelle version, suivant la discussion qu'on pouvait avoir sur certaines situations. Mais je fais ça aussi à chaque fois. Hein. Je l'ai fait avec Lindon, avec Gilles Lelouch, quand je disais, mais tout ça. C'est-à-dire que c'est souvent, par exemple, si pour schématiser, si moi j'imagine un truc bleu, lui il va imaginer vert, et ben en fin de compte la bonne solution c'est rouge. Ouais. Vous voyez. Mais si moi j'imagine pas bleu et lui pas vert, on trouvera jamais rouge. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a c'est confronter nos points de vue qui m'amène moi, qui me fait rebondir sur une nouvelle direction. Et après sur le plateau. Et on s'est fait entière confiance, c'est-à-dire qu'il me proposait des choses, mais moi aussi je proposais des choses drôles, et des fois même je défendais ma position, et c'est arrivé souvent que Dany, vu qu'il me faisait confiance, me dise ouais t'avais raison, effectivement c'était plus drôle comme ça. C'est vraiment un échange de bons procédés, et sans, comment dire, et le but c'est faire un bon film, et même à la fin on sait même plus qui avait raison et qui a proposé quoi. Bien sûr, Quand ça se passe bien, là le film s'est vraiment vraiment bien passé quand on l'a fait. Ça doit se passer dans cet esprit-là. Pour Danny Boone, il n'est pas tout seul, il faut du répondant en face. Là aussi, le choix de casting, quand on va choisir deux comédiennes, là on se dit qui est-ce qui est capable de rivaliser face à Danny Boone et dans l'éclat, dans les montées en régime. Comment vous trouvez Laurence Arnay et puis Noémie Schmidt aussi? Oui, c'est sûr, vous l'avez dit, quand vous avez Danny Boone, effectivement, à côté, faut que des gens très très bons. Et là, on a bien travaillé avec le directeur de casting, parce que vraiment, je n'ai eu que des très très bons comédiens. Vous parlez effectivement de Noémie et Laurence, mais aussi les autres rôles, le banquier, le voisin et tout ça. Le banquier, c'est extraordinaire. Comment dirais-je, c'est assez drôle, parce que pour Laurence Arnay, la première personne dont on parle avec Eric Gelman, le producteur, c'est de Laurence. Et après, on fait un casting, on imagine d'autres comédiens, et au final, faut se fier à sa première idée. Hein. On est revenu sur Laurence parce que elle a passé des essais, elle a amené ce truc formidable pour le personnage, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé de jouer une timide. Et c'est elle qui trouve l'idée au départ. Dans le scénario, ce personnage n'était pas timide. Et dès qu'elle me propose ça, forcément moi, ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça me donne l'idée d'aller encore plus loin, et de la timidité, moi je passe à l'introversion, c'est-à-dire quelqu'un qui a ce truc maladif, et après on trouve l'idée de lui faire parler dans sa barbe comme ça et jamais finir ses phrases et tout ça. C'est parce que Laurence est une très bonne comédienne, et tout de suite elle a senti les directions du personnage, et elle m'a tendu des perches que bien sûr j'ai saisies, et ça m'a permis d'aller plus loin dans l'écriture. Mais c'est aussi valable pour tous les comédiens, et c'est vrai que je suis vraiment fier de ce film, et je suis fier grâce, et j'allais dire à cause, mais il faut mieux dire grâce, à tous ces comédiens formidables. Vraiment, c'est c'est vraiment des gens immensément doués pour la comédie, quoi. Alors, immensément doué pour la comédie, mais aussi pour le violon. Alors, même si les sons sont réenregistrés, vous avez passé beaucoup de temps, que les gestes soient très précis. Comment ça s'est passé? Ça veut dire qu'il y a eu un vrai entraînement et donc une vraie implication pour les comédiens. Comment ça s'est fait? Oui, comme je vous dis, hein, c'est des gens très talentueux, mais ça suffit pas dans ce métier. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui travaillent énormément. C'est-à-dire quand vous devez jouer une violoniste, ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'ils ont, pour Dany, il a fait 2 heures de violon par jour pendant 3 mois, et Laurence, même chose pour le violoncelle. Et ce qui me permet après de les filmer sans qu'ils soient doublés.
c'est pour que ça paraisse simple, eh ben faut qu'ils bossent beaucoup en amont et ça, il y a pas de mystère, hein, les gens talentueux travaillent énormément et parce que sinon Bien sûr. voilà, ils ne peuvent pas s'improviser violoniste ou violoncelliste d'un seul coup, donc ils ont beaucoup bossé. Et c'est valable aussi pour les autres membres de l'orchestre, hein, qui n'étaient pas Ouais. forcément... Laurence, elle n'avait jamais tenu un violoncelle. Dany n'avait jamais tenu un violon. Voilà, c'est des gens impressionnants de talent quand même, hein. Ça rend un peu jaloux d'ailleurs. Je comprends. Alors, justement, moi j'ai découvert tout cet entraînement sur le violon, et puis d'ailleurs c'est leur coach qui disent dans le making of, aujourd'hui Laurence est devenue une très bonne musicienne. Enfin voilà, comment vous choisissez les bonus qu'on va trouver dans ce DVD qui sort mardi prochain? Euh, Après, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle un making of. Ah voilà, je perds mon anglais, dis donc. Et voilà, il y a quelqu'un qui est sur le plateau et Ouais, qui filme les coulisses du tournage. Donc, moi, en tant que spectateur, j'aime bien voir les petits documentaires comme ça sur les coulisses du tournage. Après, on y montre forcément les choses qui sont anecdotiquement intéressantes, on va dire, par rapport à l'envers du décor. Donc, et là, le fait qu'ils doivent s'entraîner pour jouer de la musique et ces choses techniquement n'étaient pas faciles à mettre en place, c'était assez visuel et assez intéressant à regarder dans ce petit documentaire sur le film. Voilà, donc il y a aussi dans les bonus, il y a aussi des scènes coupées. voilà, C'est-à-dire que exactement. malheureusement, même quand vous faites un film, des fois il est soit trop long, soit il y a chose de rythme, mais ça veut pas dire qu'il y a des scènes ratées. Des fois on retire des scènes qui sont formidables. Et notamment là, il y a une scène avec une comédienne formidable, une scène qui était normalement au début du film où Dany fait croire à une personne âgée Qu'elle a Alzheimer. qu'elle vient de tomber, qu'elle vient d'être atteinte d'Alzheimer subitement pour lui voler le dernier paquet de céréales parce qu'il y a un bol en cadeau. Voilà, et cette séquence, Dany est formidable et cette Ouais. comédienne est formidable aussi. Et ça a été un crève-cœur de la retirer du film. Donc, quand vous avez des séquences comme ça, forcément, vous demandez à ce qu'elles soient dans les bonus. Déjà, ça rend hommage à cette personne Bien qui a sûr. participé au film et qui n'était pas dans la version diffusée en salle. Et puis, c'est du plaisir. Moi, je conçois les bonus et ce qu'il y a dans le DVD comme ce que j'aime voir quand j'achète un DVD, vous voyez. Exactement. Justement, ces scènes coupées, vous les coupez à quel moment? Voilà, cette scène-là en particulier, qui était a priori donc une des ouvertures du film. À quel moment vous vous dites bon bah voilà, maintenant c'est non, il faut que je l'enlève. C'est très longtemps avant de terminer le montage. Voilà, comment ça se passe? Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vous plaisent tellement que Mhm. vous mentez et vous vous dites non mais quand même là ça ralentit pas le rythme ou quand même il faut qu'elle soit. Et puis il y a un moment vous n'avez pas l'affect, vous avez beaucoup d'affect et après quand vous montrez, vous faites des projections test ou des gens qui ont plus de recul voient le film et vous disent la scène est formidable mais à ce moment-là ça peut-être que c'est une redite ou elle n'est pas indispensable et voilà et au final vous êtes obligé de la couper et ça c'est terrible. Tous les metteurs en scène ont Mhm. ont cette problématique-là parce que c'est aussi terrible quand vous coupez la scène d'un comédien qui n'a que cette scène-là dans le film. Oui, c'est encore Et, pire. et voilà. Et d'ailleurs, je mets un point d'honneur à les appeler personnellement pour leur dire et leur expliquer pourquoi j'ai enlevé la scène. Et voilà. Mais quand je dis que c'est un crève-cœur, c'est vrai. Hein, euh, je travaille avec des comédiens forcément qui adorent ce métier et on passe un merveilleux moment à tourner ensemble. Donc pas être dans le film pour eux c'est compliqué. Donc voilà, le DVD je répète, le DVD sert à ça, c'est-à-dire Ouais. euh, leur scène existe encore et le public pourra découvrir leur travail et ça c'est le bonheur des bonus, on va dire. Et puis peut-être aussi un clin d'œil pour tous les techniciens pour le tournage dans le cimetière aussi peut-être qui a pas dû être facile et puis qui a sauté du coup. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. En plus, c'était le 23 décembre, soit avant la coupure pour Noël, et il faisait moins 63 degrés. Donc ouais. Bah, après, mais d'ailleurs, quand je disais que c'est un crève-cœur, c'est-à-dire souvent, vous vous rappelez vous inconsciemment comment ça a été difficile Oui. à tourner et que ça a coûté de l'argent et ainsi de suite. Donc faut pas se poser ce genre de questions. Donc votre monteur, lui, n'a pas ces scrupules-là, et heureusement.
et lui n'hésite pas à mettre un coup de ciseau et à couper. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que les monteurs, normalement, viennent pas trop sur les tournages ou pas du tout pour pas avoir de souvenirs autres que ce qu'il est en train de voir. Ah oui, ils viennent jamais pour justement Exactement. pas avoir cet affect Exactement. avec les séquences. C'est-à-dire qu'ils coupent, voilà, parce que c'est pour le bien du film. Mais de toute façon, au final, hein, vous avez beau vous accrocher et garder pendant 6 mois la séquence, au final, ouais, si elle doit pas être dans le film, elle sera pas dans le film. Voilà, c'est la dure réalité Eh oui. voilà, du montage. Après, l'important, hein, comme je disais, c'est que le film soit plaisant pour les gens qui vont le regarder. Et moi, je conçois les films que comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que cette séquence-là me plaît à moi que je dois la laisser dans le film. Je fais des films pas pour moi, je fais des films pour les spectateurs. Ouais. Et en plus, comme j'ai voilà, en tant que spectateur, j'ai horreur des ventres mous. Vous savez, des moments où vous avez le temps de penser à la liste des courses. Donc voilà, je fais des films qui vont vite et où on s'ennuie pas. Enfin, j'espère. Oui, ah bah oui. Et alors, donc dans les films qui vont vite, c'est vrai que vous accrochez d'ailleurs le spectateur tout de suite. C'est-à-dire que dans tous vos films, il y a un pré-générique. C'est-à-dire on le chope d'une manière ou d'une autre. Des pré-génériques d'ailleurs qui sont. Enfin, moi, je me rappelle du pré-générique de Pour elle qui est vraiment très très cadencé. Ouais. Mais là aussi, dans Radin qui est très très drôle. Enfin, voilà, chapeau Ouais, d'ailleurs, ouais. chapeau aux accessoiristes et tout pour ce pré-générique. Là aussi, c'est quelque chose de choper tout de suite le spectateur. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que j'aime hein, comme spectateur, c'est-à-dire que quand je m'assois et le film m'attrape tout de suite Ouais. et me lâche qu'au générique de fin. Et donc c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et c'est important les pré-génériques parce que tout de suite ça vous voilà, ça vous dit où vous êtes, vous voyez, et dans quel type de film vous êtes, et voilà, et ça vous donne la couleur du film. Et c'est vrai que là, dans la version initiale, il n'y avait pas ce pré-générique avec les parents de Danny où on voit pourquoi il va être radin, c'est parce qu'il sans trop déflorer, il a été traumatisé alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et voilà, et je trouvais ça assez drôle de démarrer par ça. Et notamment après le montrer avancer en âge, oui. Et montrer ce radin à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans. En plus, c'était assez jubilatoire de chercher Danny Boone à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans. Ah oui, oui, je pense. Ouais. Voilà, et ouais, après, c'est compliqué, c'est moi qui l'ai fait, mais j'allais dire, j'aime beaucoup ce début. Effectivement, moi, c'est ma première comédie, donc voilà, c'est très, vraiment jubilatoire, et là, je l'ai revu... pour rien vous cacher, je l'ai revu avant-hier et voilà, ça fait quand même assez longtemps maintenant que j'ai, enfin assez longtemps que j'ai fait le film, c'est-à-dire que je l'avais pas vu depuis 6 mois et je me suis réamusé de choses. Voilà, après c'est compliqué. Non, mais je comprends. Non, ça en vérité. J'ai dit que j'avais pas d'ego, on va penser. Très sincère. Je suis pétri d'ego en même temps, je suis réalisateur. Moi, quelque chose que je garde vraiment en tête, c'est donc justement dans ce pré-générique. Enfin, non, d'ailleurs, on est déjà pratiquement dans le générique quand Danny Boone est justement en train de grandir et qu'il emmène la jeune fille voir tous les films au cinéma avec toutes ces télés qui passent tous les films sans son. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, Bah ouais, mais c'est marrant. Je suis content que vous disiez ça parce que j'ai dû un peu me battre au départ. Les gens comprenaient pas trop ce que je voulais faire. Et effectivement, pour moi, j'ai souvenir au cinéma quand on attend, il y a ces petites télés qui servent juste à faire le truc. Et ben, effectivement, si vous êtes radin, si vous restez dans le hall, vous pouvez mater les films en tout petit. C'est extraordinaire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Quelque chose aussi que je retrouve dans tous vos films, c'est la présence des enfants. Alors, dans Un bout portant, il est encore dans le ventre, mais mine de rien, du coup, il est très présent aussi. À chaque fois, alors donc du coup de pré-naissance à jeune adulte dans Radin, voilà, c'est important pour vous qu'il y ait toujours les enfants finalement qui sont les bascules du film. Oui, après vous savez, les thrillers surtout, et là en l'occurrence c'est une comédie, donc c'est des personnages pas un peu de réalité plus sain on va dire, mais c'est souvent des gens normaux, et effectivement les problématiques des gens normaux c'est les enfants, la famille, enfin voilà ce qui nous entoure quoi. Et voilà donc oui il y a c'est souvent ancré dans une vraie réalité et qui parle à tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a voilà ces points communs là je pense, et encore plus dans les thrillers que j'ai fait parce que c'est souvent des garçons qui courent pour sauver les traînées. Exactement. Et voilà, ils courent pour sauver leur femme ou leur enfant, ou voilà, j'ai pas inventé le système, voilà, les chevaliers qui courent pour sauver
la princesse dans le donjon, voilà, ça existe depuis qu'on raconte des histoires, ou depuis qu'existent les donjons peut-être. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a tous ces points communs là, mais on dit de toute façon que les metteurs en scène font tout le temps les mêmes films. Donc, voilà, que je fasse un thriller ou une comédie, c'est peut-être sur le fond le même film. Ouais, non mais je le pense aussi. Justement, alors revenons au thriller. Bah voilà, parce que moi c'est par là que je vous ai connu. D'abord avec Pour elle, que je trouve voilà remarquable. Et en termes de réalisation et en termes de scénario, et puis ensuite avec À bout portant. D'ailleurs, donc du coup, là en travaillant un petit peu l'interview, j'ai vu que Diane Kruger, vous l'avez connue parce que vous avez fait la première partie de son film Je reste avec votre dernier court-métrage avant de passer au long-métrage. Eh ben non, et c'est marrant, Ah vous non, faites d'accord. le même lapsus que moi, c'est Diane, que vous confondez avec Diane Curis. Ah bah oui, ah bah ouais, j'ai fait complètement le lapsus. Je m'en Oui, et excuse pour souvent elle. d'ailleurs, je dis oui, j'ai fait, ça passait de Diane, je reste de. Déjà, quand je le dis vite, les gens pensent que ça s'appelle Jaurès, comme le président, et pas du tout. Comme Jean Jaurès, pas du tout. C'est Je reste, et c'est pas Diane Kruger, c'est Diane Curis. Et ben voilà. Non, Diane Kruger, je l'ai découvert dans un film de Fabienne Berthaud, avec qui elle a pas mal travaillé. Elle a fait Pieds nus sur les limaces Ouais. et après un film là qui s'est tourné aux États-Unis, qui est sorti il y a pas longtemps, et où elle faisait son premier film donc qui s'appelait Frankie, où elle faisait un mannequin qui est voilà, un film assez dur sur le métier de mannequin, qu'ils ont tourné sur 2 ans d'ailleurs, où voilà, ils tournaient dès que ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils tournaient dès que Diane était disponible. Et voilà, et j'avais vu son travail qui était vraiment remarquable dans ce film, c'est-à-dire le personnage allait dans l'anorexie, tout, enfin c'était voilà. Et donc quand j'ai écrit pour elle, je me suis dit, cette femme qui va se laisser aller parce que voilà, tout l'accuse, et alors qu'elle est innocente et la fatalité l'a mis en prison, elle reverra pas son fils, son mari. Voilà, je savais très bien qu'elle avait tout ça en elle et qu'elle serait parfaite pour incarner le personnage. Et quand je lui ai proposé le rôle, elle a eu l'intelligence de lire entre les lignes et de voir aussi comment je pouvais développer son personnage. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on a aussi parlé de son rôle, et c'est elle qui m'a dit, par exemple, ça serait bien que je vois, qu'on me voit apprendre que je vais rester toute ma vie en prison. Et donc j'ai écrit cette scène où elle reçoit ce coup de fil, et qui est une des scènes les plus émouvantes pour moi du film, et qui n'était pas initialement dans le scénario. Mais si elle m'avait pas dit, voilà, je trouve qu'il faudrait qu'on me voit, et ben voilà, j'aurais pas eu l'idée de montrer cette scène-là, quoi. Donc ouais, c'est un. Enfin, j'ai eu de la chance pour l'instant. J'ai tout le temps été très bien accompagné par Diane, par Vincent Lindon, Gilles Lelouch, Roche Dizem, toutes les Naanaya, la comédie espagnole qui en a un bout portant. Ouais, non, je suis un petit vénard quand je cite tous ces gens-là. Gérard Lanvin, tous ces gens-là. Et puis alors, vous êtes aussi vénère puisque premier long métrage et déjà première reprise aux États-Unis. Là aussi, ça doit être quelque chose quand on nous annonce, tiens, ton film va être repris par le scénariste de Clint Eastwood. Ouais. Et en plus, il venait d'avoir 3 Oscars et voilà, il prend Russell Crowe pour le rôle de Vincent Lindon et Liam Neeson pour le rôle d'Olivier Marshall. Ouais, non, ce serait mentir que là, on parlait d'ego, hein, ça vous fait votre journée quand même quand on vous dit ça. Là, voilà, ça veut dire que vous intervenez dans la réécriture à ce moment-là pour les États-Unis ou c'est lui qui s'en occupe. D'accord, ok. Non, on a parlé avec Paul Haggis du script et ce qu'il voulait faire et tout ça. Après, bon, déjà, c'est quand même Paul Haggis est considéré comme un des meilleurs scénaristes du monde, hein, donc il n'a pas forcément besoin de moi pour réécrire le scénario. Et pour aller plus loin, moi j'ai donné ma version, vous voyez. Donc je suis pas moi j'ai déjà raconté cette histoire comme pour moi elle devait être racontée. Donc voilà, l'intéressant dans un remake, c'est que le metteur en scène qui reprend aille aussi donner sa vision du truc. Donc forcément faut qu'il s'éloigne aussi de ce que j'avais fait, même si en l'occurrence là on est très proche. Est très proche de l'original. Notamment le pré-générique qui est exactement le même. Le fait que tous mes films parlent de Monsieur et Madame Tout le Monde, je suis à mon 6e remake, je crois, en tout. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 remakes américains, 2 remakes taïwanais, un remake indien, il y a eu un remake turc que ce soit d'Abou Mea Culpa, à bout portant, de tous les films. Et je pense que
c'est parce que tous ces films ont un côté universel, parce Ouais, qu'ils parlent complètement. de gens normaux, vous voyez, et ça peut toucher, parce qu'on a tous dans le monde entier les mêmes. Voilà, si on vous enlève votre femme, vous allez courir pour la récupérer. Et donc c'est ce qui fait le point commun de tous ces films, et c'est ce qui fait que ils sont beaucoup remakés, c'est que voilà, ça parle à tout le monde, quoi. Ouais, non, mais c'est voilà. En tout cas, alors, moi, je vous invite d'abord à voir Pour elle, mais voilà, on est très très proche en termes de réalisation. Il a rajouté une demi-heure, mais j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il a pu rajouter dans le film, parce que j'ai l'impression d'avoir tout vu dans le vôtre. Alors c'était. Bah écoutez, non, c'est gentil, c'est gentil. Après, c'est vrai qu'il a, je pense qu'il a, bon, le film est un peu plus américain que le mien, Oui, oui. forcément, hein. Et voilà, il a voulu étoffer peut-être un peu l'action et peut-être les rapports entre les personnages. Après, sa manière à lui de raconter cette histoire était effectivement rajouter une demi-heure. Après, je suis pas le meilleur public, Non, hein, non, pour mais ce bien film. sûr. C'est très bizarre de voir. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on fait voir pour voir de un votre propre remake? film. Comment est-ce C'est qu'on comme si vous fait voyez pour votre enfant, mais c'est pas les mêmes cheveux, c'est pas les mêmes yeux, mais ça reste votre enfant. Ça doit faire bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est agréable aussi, hein. Voilà, on est tous. Enfin, moi, j'ai que beaucoup de références de cinéma américain, et c'est voilà, ça fait plaisir. Ça fait un petit peu quand même de être reconnu par vos pairs, le fait que Mhm. voilà, après ça a permis à bout portant de sortir aux États-Unis et avoir plutôt bonne presse, et voilà, il y a des gens comme McCullman qu'on vu à bout portant et qu'on trouvait ça formidable, et après ils vous le disent. McCullman, quand même, le Ouais, c'est mec qui fabuleux. fait hit, quand vous faites voilà, quand vous faites du cinéma d'action, c'est la référence absolue. Donc tout ça, effectivement, c'est des bonus, hein, quand on est DVD, mais des bonus voilà, qui font ouais, qui font plaisir, et qui peut-être vous rassurent aussi par rapport à voilà, au fait que vous avez raison enfin, pas raison de faire ce métier, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ça fait dans tous les boulots, quand on vous dit que vous avez bien travaillé, ça fait plaisir. Exactement. Et c'est pas de l'ego mal placé, je crois. Non, 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 mais c'est sûr. Là, vous en êtes où alors, du coup, maintenant? Vous retournez dans le thriller, vous restez dans la comédie? Est-ce que vous êtes déjà sur un nouveau projet? Comment ça se passe? Bah écoutez, l'avantage de faire un film qui fait effectivement 3 millions d'entrées, c'est que euh, euh, ça vous laisse après le temps de vous poser les bonnes questions Ouais. et de réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie. Et c'est ça le plus précieux dans notre métier, c'est-à-dire savoir où se placent vos envies et quelle est l'histoire vraiment que j'ai envie de raconter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit faire les films pour les bonnes raisons. Donc là, je suis en train de réfléchir voilà, à l'histoire que j'ai voilà, que j'ai vraiment envie de raconter. Donc j'ai plusieurs pistes, et là je vais me laisser un peu de temps voilà, pour trouver. Après j'ai quand même hâte de retourner faire mon métier, hein, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de chance. Je travaille avec des gens de talent, Ouais. et puis j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà, j'ai hâte d'y retourner, mais ça serait une erreur de me laisser griser par le succès de Radin, et Mhm. voilà, et d'aller très vite, vous savez, comme un enfant à qui on ouvre la porte du magasin de jouets et on lui dit tu peux prendre ce que tu veux. Quand même, c'est pas mal de prendre un peu de recul et puis pas trop se précipiter, quoi. Voilà, Non, et mais c'est sûr. trouver la bonne direction. Exactement. Bon, bah, en tout cas, merci, merci beaucoup. J'invite évidemment les auditeurs à aller découvrir en DVD Radin à partir du 31 janvier. Donc c'est mardi prochain. Et puis même de pouvoir revoir tous vos films, parce que c'est bien, parce que pour l'instant, voilà, on peut vraiment Ouais. tous les trouver. Donc c'est vraiment bien. Donc allez voir les films. Oui, puis en VOD d'ailleurs aussi. Donc je pense que c'est TF1 qui vous sort en VOD aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Même je crois qu'il va être en VOD avant la sortie D'accord, ok. avant la sortie du DVD, je crois. On voit très bien. Enfin voilà, en tous Très les bien. cas, Donc, voilà, les gens qui ont envie de le voir pourront le voir, il n'y a aucun problème. très bien. Merci beaucoup, Fred Ben, c'est Cavaillé. moi qui vous remercie. À très bientôt. À Merci. bientôt, merci.